Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde. Et aujourd'hui, nous avons avec nous l'ex-ambassadeur d'Égypte en Libye, Monsieur Mohamed Ennouali, qui va nous parler de la situation en Libye et les violents combats qui ont eu lieu récemment. Nous allons un commentaire. Le nouveau président gambien, Adama Barrow, a entamé la transition politique du pays après 22 ans de pouvoir, sans partage de Yahya Jammeh, troisième président gambien en 51 ans d'indépendance. Il prendra ses fonctions en janvier. Un commentaire. La transition politique est en marche en Gambie. Le président gambien élu, Adama Barrow, a mené samedi 3 décembre des consultations avec des acteurs politiques et diplomates. C'est une nouvelle page qui se tourne pour ce petit pays de 2 millions d'habitants enclavé dans le territoire sénégalais, hormis sa façade atlantique. Depuis 22 ans, Yahya Jammeh régnait sans partage sur la politique gambienne. À la surprise générale, il a reconnu sa défaite à l'élection présidentielle du 1er décembre. À 51 ans, Adama Barrow est un nouveau venu en politique, patron d'agence immobilière et ancien vigile de supermarché en Grande-Bretagne. Il était inconnu sur la scène politique 6 mois avant l'élection. Désigné candidat par une large coalition de l'opposition, il a obtenu 45,5% des voix à l'élection présidentielle, battant Yahya Jammeh avec 36,6% et le troisième prétendant en lice, Mama Kandeh, avec 17,8%. Barrow, qui prendra ses fonctions en janvier, est le troisième président de l'histoire de la Gambie en 51 ans d'indépendance de cette ex-colonie britannique après Daouda Jawara, qui régnait de 1965 à 1994, et Yahya Jammeh, qui régnait de 1994 à 2016. Yahya Jammeh a été porté au pouvoir par un coup d'État en 1994, élu en 1996, puis réélu 3 fois. Son régime est accusé par des ONG et des diplomates de violation systématique des droits de l'homme, critique qu'il a régulièrement balayée. Cet épilogue électoral a levé les craintes de troubles politiques exprimées dans certains milieux, mais pas les interrogations sur ce qui l'a favorisé. Car Jammeh a gouverné sans partage et gardé la majorité des Gambiens dans le rang, notamment par la répression parfois sanglante, de toute contestation et la peur des pouvoirs mystiques dont il se dit doté. Le dénouement retentissant a été salué tant en Gambie qu'à l'étranger. Depuis plusieurs jours, certains pays, ONG et institutions ont rendu hommage au peuple gambien, à Barrow pour sa victoire et à Jammeh pour sa décision. L'ONU a appelé vendredi à la fin des combats entre milices rivales à Tripoli où les violences dans la capitale libyenne ont fait au moins 8 morts en 24 heures. Plus de détails dans ce commentaire de Dalia Karam. 2 violents combats opposés jeudi soir des milices rivales à Tripoli où des coups de feu et des explosions ont été entendus dans le sud de la ville. Des armes lourdes ont été déployées et des chars et des pick-up ont pris position dans certains quartiers du sud de la capitale libyenne sous la coupe d'une mosaïque de milices de diverses obédiences. Des médias libériens ont fait état d'au moins 8 morts, mais il n'était pas possible d'obtenir le bilan des victimes de sources indépendantes. Des combats quasi quotidiens opposent ces groupes armés qui se livrent depuis la chute du dirigeant de Muammar Kadhafi en 2011 à une lutte d'influence, empêchant les gouvernements successifs à rétablir l'ordre dans le pays en l'absence d'une armée ou d'une police régulière. Livrée au chaos, la Libye a doté depuis le 30 mars d'un gouvernement d'union nationale, le JNA, censé restaurer l'autorité centrale et lutter contre les terroristes du Daesh. Soutenu par l'ONU, les États-Unis et les Européens, cet exécutif d'union installé dans la capitale devait remplacer les 2 gouvernements qui ne se disputaient le pouvoir en Libye depuis près de 2 ans, l'un basé dans l'Est et l'autre à Tripoli. Mais le GNA a échoué à asseoir son autorité malgré le soutien de quelques milices. D'autres groupes armés lui sont hostiles et soutiennent l'ex-gouvernement de Tripoli de Khalifa Gouel. À la mi-octobre, ce dernier, qui a toujours refusé de céder son poste, avait affirmé dans un communiqué que son gouvernement de salut national avait repris ses fonctions après avoir pris le contrôle sans combat du bâtiment du Conseil d'État libyen à Tripoli. M. Gouel, qui occupe toujours le bâtiment, bénéficie de l'appui de quelques milices dont les islamistes de la coalition Fajr Libya qui s'était emparée de la capitale Tripoli durant l'été 2014. Les combats ont éclaté jeudi dans l'après-midi autour des locaux occupés par M. Gouel avant de s'étendre dans d'autres quartiers du sud de la capitale. Mais les causes des affrontements n'ont pas été clairement établies.
Outre les motivations politiques, des rivalités opposent groupes salafistes et autres milices islamistes anti-GNA et loyales au mufti controversé Sadiq Al-Gharyani, qui dirige Dar al-Ifta, la plus haute autorité religieuse du pays. La tension entre les deux camps est montée d'un cran depuis l'annonce le 21 novembre du meurtre de Cheikh Nader Al-Omrani, membre de Dar al-Ifta. Les salafistes ont été accusés par leurs rivaux d'être derrière l'enlèvement, puis l'exécution de Cheikh Al-Omrani, ceux qui sont démentis. Les combats reprennent en Libye en raison d'une lutte d'influence entre milices pour prendre le pouvoir. Tripoli, la capitale libyenne, est coupée du monde. L'unique aéroport de la ville est fermé. Et nous avons avec nous monsieur l'ambassadeur Mohamed Ennouali, ex-ambassadeur égyptien en Libye. Bonjour monsieur Ennouali. Même si les tirs et les accrochages ont régulièrement eu lieu en Libye, mais cette fois, les combats sont les plus violents depuis l'été 2014, car de nombreuses personnes n'ont pas pu rentrer chez elles et les médias libyens parlent de corps restés dans les rues. Est-ce que vous voyez cela comme le début de la fin en Libye? Non, c'est la continuation. Les accrochages quotidiens, et les bombardements entre milices, ça c'est un symptôme. C'est un symptôme, c'est l'échec du GNA, le gouvernement de l'entente nationale, de s'asseoir à Tripoli, d'asseoir ses pouvoirs. Non, actuellement, il y a trois gouvernements actuellement. L'un qui est le gouvernement reconnu par l'Union, par la communauté internationale, le gouvernement de Faiz el-Sarraj, qui a été parrainé, je ne veux pas dire imposé, qui a été parrainé par les Nations Unies. Il y a un autre qui est présidé par Khalif al-Ghouel à Tripoli, c'est l'ancien Congrès national, c'est le gouvernement du salut national, et l'autre qui est à Abida, à l'est du pays. Alors, d'après les accords de Skhairat en 17 décembre, le GNA a été formé et il devait prendre place, il devait substituer aux deux gouvernements. Mais les deux gouvernements, il y a actuellement un équilibre de faiblesse en Libye, entre les forces antagonistes entre elles. Il y a vraiment un équilibre de faiblesse. Personne ne peut vraiment imposer sa volonté. Et c'est toujours une guerre d'influence, une guerre de prendre plus personne ne peut faire de concessions. Toutes les factions, toutes les milices veulent avoir un maximum de bénéfices, de pouvoir. Oui. Alors, comme vous l'avez dit, il y a trois forces en pouvoir en Libye. Comment vous voyez le gouvernement de Faiz el-Sarraj? Et il y avait un autre gouvernement, celui de Daesh, je crois que c'était le plus performant. Maintenant, il n'y est plus, quoique il n'a pas disparu complètement. Et maintenant, pour le gouvernement de Faiz el-Sarraj, il est reconnu par la communauté internationale, mais il n'a pas été reconnu par le Parlement de Tobruk. Ce qui fait que, d'après, je crois, d'après la loi internationale, il n'a pas de légitimité. Il n'a pas de légitimité s'il n'a pas été reconnu par le Parlement, qui a été élu démocratiquement. En même temps, il a reçu le 10 novembre et le 26 novembre à Tripoli, il a reçu les lettres de créance des ambassadeurs de l'Autriche, de Yémen, du Canada, puis de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Mais est-ce que, constitutionnellement, est-ce qu'il a le droit d'exercer cet acte de souveraineté? Moi, je ne peux pas le dire. Mais, et puis, les ambassadeurs ils ont déclaré qu'ils vont exercer leur travail en dehors de la Libye, parce que personne ne peut y résider actuellement, vu la situation sécuritaire. Mais en même temps, il faut voir d'un autre aspect, c'est-à-dire que le 23 novembre, il y a eu la 6e réunion de la Chambre de commerce mixte franco-libyenne qui s'est déroulée le 23 novembre à Paris. Il y a le chef de l'Union des chambres de commerce qui est allé avec une délégation des chefs d'entreprise de l'Est et de l'Ouest. Et ça, c'est un créneau. Les gens ne peuvent être unifiés que quand il y a vraiment des intérêts économiques. Et ils ont eu une réunion avec le MEDEF à Paris, et puis ils ont rencontré 40 représentants des
des grands groupes français. En même temps, aujourd'hui même, le 5 décembre, à Valette, la capitale de la Malte, il y a le LBBC, Libyan British Business Council, qui se réunit actuellement au Hilton de Valletta, du 5 au 7 décembre, pour voir le partenariat avec les sociétés, les hommes d'affaires maltais et libyens, pour faire de nouveaux partenariats pour les contrats de reconstruction et le contrat pétrolier actuellement. Est-ce que l'intervention américaine elle est destinée, selon vous, à consolider le Conseil militaire, les frappes américaines qui ont eu lieu récemment? Bah, écoutez, les frappes militaires, ils ont commencé le 1er août. Oui. Le 1er août, il y avait d'abord, et ça selon l'appel de Faiz Charrag qui a fait un appel aux États-Unis. Mais il faut se souvenir qu'en novembre, il y a eu 2 frappes américaines et qui ont ciblé des chefs des radicaux, mais ce n'était pas le gouvernement, il n'a rien demandé. Sur la demande de Faiz Sarraj. Il n'y avait pas de demande. Oui. Il n'y avait pas de demande. Et il faut savoir que jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a 450 raids aériens pour en finir. Mais pourquoi ils ont tardé tellement à en finir? Parce qu'ils savaient depuis fin 2014 qu'ils étaient implantés, ils étaient bien implantés. Et ça a pris de retard. Et jusqu'à maintenant, ça fait plus de 6 mois qu'il y a une lutte contre Daesh, mais ça ne finit pas. L'assistance logistique offerte par l'Égypte, la France et les Émirats arabes unis pour les forces libyennes et pour les aider dans leur combat contre les terroristes, notamment à Benghazi. Est-ce que vous avez vu que cette assistance les a vraiment aidés? C'est-à-dire qu'il faut voir qu'il y a une... Qu'est-ce que vous entendez par assistance? Parce qu'il y a beaucoup... Oui, mais pas seulement, ça ne s'arrête pas là. Même, il y a des instructeurs russes même qui sont avec le maréchal Haftar. Il y a des... Vous vous souvenez, il y a je crois, le mois dernier, il y a 3 militaires français qui sont morts dans un accident d'hélicoptère. Et puis le gouvernement de Sarraj, il a protesté pour une ingérence extérieure. Alors comment voulez-vous que la communauté internationale soutient Sarraj et en même temps il soutient Haftar qui ne reconnaît pas Sarraj? Oui, exactement, c'était ma question prochaine. Comment voyez-vous Khalifa Haftar? Quel est son rôle exactement? Khalifa Haftar, le maréchal Khalifa Haftar, c'est le chef de l'armée libyenne. Le chef de l'armée libyenne, du point de vue de l'Égypte, on voit que c'est la solution. Les Italiens, pour le moment, ils voient que c'est le problème, ce n'est pas la solution. Alors, sans un consensus actuellement, on ne peut pas avoir vraiment une solution. La solution, ce sera une solution libyenne, ce ne sera pas une solution imposée, ni régionale, ni internationale. C'est-à-dire que si vous voyez maintenant... si vous jetez un coup d'œil sur la scène actuellement, il y a le maréchal Haftar qui est allé le 28 ou 29 novembre en Russie, à Moscou. Il avait déjà visité en juin, il a demandé une assistance militaire. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et quelques hauts responsables russes. Alors ça veut dire que la Russie, elle va avoir son mot à dire dans la crise libyenne. Alors, vous avez actuellement l'Italie qui est un joueur principal dans la scène libyenne. La Libye, ils ont maintenant une crise constitutionnelle. Il y a le Premier ministre qui a démissionné. Et puis, il y a la France aussi qui a le début des élections. Les États-Unis, ils ont aussi leurs élections, un nouveau président qui va s'installer. Alors, ça va prendre beaucoup de temps pour se calmer. Mais ceci dit, il ne faut pas aussi ignorer que la reprise de la production maintenant estimée à 600 000 barils par jour, elle incite les partenaires, elle incite tout le monde à calmer pour pouvoir prendre bénéfice du pétrole. Oui. Le Conseil présidentiel a compté sur les milices armées dont beaucoup ont de tendance, on peut dire, terroriste, pour contrôler la capitale. Alors, qui contrôle actuellement la capitale libyenne? Je crois que la capitale libyenne, c'est comme le sud, l'est et l'ouest. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vraiment qui contrôle ou qui est une force dominante. Il n'y a pas de force dominante. Il n'y a pas une armée régulière qui peut imposer
une décision, il n'y a pas de force de police. Alors, les milices, ils changent d'allégance de temps en temps d'après leurs intérêts. Et puis, on dit qu'il y a les milices de Misrata, les milices de Fajr Libya, les autres milices de salafistes. Et puis, il y a toujours des accrochages, surtout il y a eu un kidnapping d'un cheikh El-Amrani, ce Nadr El-Amrani, qui a été kidnappé, qui a été tué. Alors, Fajr Libya, ils accusent les salafistes de l'avoir tué. Et aussi, le Mufti Saad El-Gheriani, il joue un rôle dans la crise. La crise de la Libye, elle ne peut être résoudre que s'il y a vraiment un dialogue entre les Libyens, entre eux-mêmes. Mais chaque parti, que ce soit régional ou international, il essaye de résoudre le problème de son point de vue personnel, des intérêts très étroits. Le budget du Conseil présidentiel et du gouvernement d'union nationale échappe au contrôle du Parlement. Est-il moyen de remédier à cette situation? C'est une situation unique parce que il y a la Banque centrale libyenne. Elle paye tous les gouvernements. Elle paye le gouvernement, tous ceux qui sont sur la fiche de paye, que ce soit du gouvernement d'Obeda, du gouvernement de Tripoli ou du gouvernement du Géna, ils sont payés par la Banque centrale. La situation elle est très confuse actuellement parce qu'ils ont des problèmes de liquidité, ils ont beaucoup de crises actuellement après les accrochages en Tripoli. Il y a une pénurie de carburant, il y a mais le gouvernement il a nié qu'il y a une crise de carburant. Alors la vie quotidienne devient de plus en plus difficile, surtout avec l'entrée de l'hiver. Et je crois que, comme je vous ai dit, personne ne contrôle rien. Il y a un équilibre de faiblesse entre toutes les forces sur la scène libyenne. Comment voyez-vous la situation pour résoudre cette crise libyenne? Je crois que pour résoudre cette crise libyenne, la première chose qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas faire d'ingérence militaire. Et deuxièmement, il faut donner l'occasion aux parties prenantes de la crise libyenne de s'entendre et de discuter. Mais par ingérence militaire, vous voulez dire occidentale? Occidentale, c'est comme c'était l'ingérence de l'OTAN. Non, moi je parle de l'OTAN, ce qui sépare l'opération du protecteur unifié. Alors, tout en parlant de la crise à Tripoli, on ignore complètement ce qui se passe au sud. Au sud, il y a une crise qui couvre, une crise qui va éclater très prochainement parce que les terroristes qui ont été attaqués à Sirte, ils se sont évadés au sud de la Libye. Tous les Touaregs qui étaient dans le front de la Zouad, ils sont rentrés en Libye, ils sont rentrés dans le sud de la Libye. Alors, il y a quotidiennement aussi des accrochages entre les Toubous, les Touaregs et les tribus arabes. Ça, ce n'est pas couvert par la presse internationale. Mais la situation au sud de la Libye, elle est vraiment très alarmante. En plus que la crise migratoire, tous les jours, il y a la marine italienne et européenne, elle sauve beaucoup de gens qui échouent dans la Méditerranée. Et en même temps, il y a eu le coordinateur de la guerre antiterroriste des Pays-Bas, il a sonné l'alarme en disant qu'il y a un grand danger de 20 terroristes de Daesh qui sont actuellement en Europe et qui sont prêts à, vu l'approche de Noël, à effectuer des opérations terroristes avec un mode opératoire différent. Ce sera comme le mode opératoire du Moyen-Orient, c'est-à-dire avec les voitures piégées. Ce nouvel épisode de violence intervient 2 jours après les déclarations très pessimistes de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, précisant que la résolution de la crise libyenne sera l'affaire de la nouvelle génération. Que signifient ces déclarations? La nouvelle génération, je ne comprends pas, c'est-à-dire quoi? Il a dit que la résolution de la crise libyenne sera l'affaire de la nouvelle génération. Je pense que ce sera l'affaire de la nouvelle génération partout, pas seulement en Libye. Mais on ne peut pas attendre une nouvelle génération. Il n'y aura pas de... Oui. Non, mais on ne peut pas attendre, c'est question de temps, parce que la Libye, c'est un bombe à retardement pour toute l'Europe et pour tout le monde. Avec jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a 170 000 immigrés qui sont partis de la Libye vers l'Italie. Et on n'exclut pas qu'il y ait des radicaux ou bien des terroristes qui sont infiltrés parmi eux. Alors,
je crois que si on lève la main de la crise libyenne et on laisse les Libyens à faire un dialogue, à faire une réconciliation, parce que nous, la communauté internationale, elle a voulu imposer une démocratie mais il fallait préparer le terrain, il fallait construire des institutions. Il ne faut pas oublier que la Libye n'a jamais été, pour les 42 ans derniers ou pour les 45 ans, ça n'a jamais été un pays, c'était une Jamahiria. Et une Jamahiria, c'est quelque chose, c'est la force de masse. Il n'y avait pas de structure étatique, il y avait seulement un pouvoir, et derrière le pouvoir, il y avait le colonel Kadhafi qui était derrière. Alors, on ne peut pas établir une démocratie. Il faut avoir des bases, il faut avoir des piliers. Alors, ce qui fait que l'opinion, la communauté internationale, elle s'est pressée à imposer un gouvernement à la Libye, mais les Libyens n'étaient pas prêts. Là, il n'y avait pas d'infrastructure démocratique. Et c'est ça ce qui a causé les turbulences actuelles. Oui, oui. Nous vous remercions infiniment, Monsieur l'ambassadeur Mohamed Ennouali, ex-ambassadeur égyptien auprès de la Libye, pour cette explication de la situation libyenne et les derniers combats survenus en Libye. Et avec ces explications, nous parvenons au terme de notre programme Autour du monde et rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question africaine. Merci. Au revoir. Bonne journée.